Merci de votre présence. Music Chronics, quand la musique nous raconte. L'épisode de ce soir s'intitule « La vie est une belle tartine ». Titre frais et amusant pour un sujet plutôt sérieux, puisqu'il s'agit d'établir une cartographie de la chanson en français, plutôt que chanson française, chanson de lutte et de combat, dans la double décennie 60 et 70. Alors la chanson est une chambre d'écho au monde et aux mutations. Et le monde, en 1960, bouillonne comme une centrifugeuse déréglée et incontrôlable. Certains artistes se gardent bien de tremper leurs plumes dans l'encre de la contestation sociale. D'autres y plongent, corps et âme. S'agit-il pour eux de mettre à terre la machine capitaliste, de la saboter, de la désactiver ? Assurément, mais pas que. À la jonction des luttes ouvrières, de la condition des femmes, des luttes de libération d'ici et d'ailleurs, la langue de la chanson engagée s'est inventée dans les rythmes, les textes et les voix de multiples influences. Là où géopolitique et sentiment se mêlent. Des femmes, des hommes se sont retrouvés pour protester, mais aussi pour revendiquer des espaces de liberté, avant que l'atmosphère ne devienne tout à fait irrespirable. Alors, quelle forme de créativité sociale espérait-il vivifier ? Que disent ces voix de lutte ? Quelles traces laissent-elles derrière elles ? Des artistes, oui, mais aussi des inconnus, des travailleurs d'ici ou de là-bas, des collectifs, des labels, ont créé un bouillonnant laboratoire sonore qui signera certains des albums les plus audacieux de la chanson en français. Chanson politique, car elle ne peut se défaire d'un rapport au monde. Ces voix dissonantes ont cherché des alternatives, proposé des contre-pouvoirs, espéré des réappropriations populaires du temps, des modifications sensibles des relations, offert des résistances à un quotidien miné, usé par des tâches subalternes. Cette chanson engagée a emmené sa radicalité expérimentale sur le terrain populaire, comme la marge tient les pages. Ces personnes ont vécu leur époque non comme objet d'étude, mais comme un champ d'intervention citoyenne. À quoi sert la musique ? Dirait Hector Zazou, sinon à changer le monde. Pour retrouver l'écho de ces révolutions sociales et musicales, nous visionnerons des images d'archives et des écoutes de vinyle. Nous pousserons notre curiosité au-delà des artistes radio-diffusables. Pris en sandwich entre la vague yéyé qui raflait tout, Johnny monté en puissance, Clo-Clo passé en boucle sur les ondes avec Sheila, Sylvie Vartan et toute la bande de Salut les copains, et de l'autre côté, l'ombre des monstres sacrés de la chanson française. Brel, Brassens, Ferré, Gréco, Barbara, Bécaud, Montand et bien d'autres. Cherchons la fréquence où une troisième alternative a fait parler la poudre à canon. Ça prend souvent la forme d'un coup de gueule, ce qui ne veut pas dire qu'elles veulent toutes faire avaler ses gencives à ta grand-mère. Rencontre des mots et des notes, une convergence de sens que texte et musique produisent sur la rime. Du son qui fait sens, dirait Claude Nougaro. 33 révolutions par minute, quand le micro-sillon se colle aux combats sociaux, qu'il se politise et soutient des luttes. Avant la chanson,
Prenons la température du fond de l'air avec ces images. Un déluge d'imprimés va formaliser cette parole dégoupillée de 68 et manifester un trait graphique à la balistique si particulière. Insubordination graphique et contestation politique vont se filer la main avec l'atelier populaire des Beaux-Arts de Paris qui seront occupés pendant 46 jours, tournant nuit et jour. C'est l'affrontement. En mai 68, l'affiche servait réellement de moyen d'expression idéologique. Il y a 3 thématiques dans ces affiches. Il y a une thématique de réponse à la rue. Comme la radio et la télé étaient coincées par le pouvoir, ils répondaient aux ministres et aux actions du gouvernement par des affiches dans la rue. Nous occupons la Sorbonne. La plus célèbre de toutes fait suite à l'expulsion de Cohn-Bendit de la France vers l'Allemagne. Il y a 2 affiches de Cohn-Bendit, une où il est écrit « Nous sommes tous des Juifs et des Allemands ». Et ce texte n'a pas été accepté à l'Assemblée générale tenue par des maoïstes parce qu'ils trouvaient que l'association juifs et allemands était quand même très très malheureuse. Donc l'affiche finale sortie avec la photo de Cohn-Bendit, c'est « Nous sommes tous indésirables ». Ce qui, il faut bien l'admettre, est plutôt moins puissant comme slogan, mais politiquement plus correct. Deuxième typologie d'affiches, c'est des affiches plutôt philosophiques et sociales sur la jeunesse étouffée par le joug gaulliste, sur les médias étouffés par le pouvoir et sur des considérations sur la vie à l'époque, notamment sur le féminisme. Alors l'affiche La beauté dans la rue est sans doute aujourd'hui une des plus célèbres, alors qu'à l'époque elle ne l'a pas été. Et c'est sa beauté et notamment le fait qu'on puisse la lier avec des mouvements féministes contemporains qui font qu'aujourd'hui, paradoxalement, c'est peut-être la plus célèbre. Une nouvelle manifestation organisée. Ce qui est très rigolo avec Ne soyez pas des moutons, c'est que c'était effectivement l'obsession métro, boulot, dodo. Et lorsque mai 68 a été jugulé par le pouvoir et s'est achevé, qu'ils ont fait une affiche célébrissime. Cette affiche sur les moutons, elle a une particularité graphique qui est très intéressante, c'est que les moutons partent vers la gauche. Or, en général, quand on fait un graphisme, on sait qu'il vaut mieux que ça parte vers la droite, et ça part vers la gauche parce que justement, c'est pour prouver le côté réactionnaire de ce qui va se passer après mai 68. La troisième catégorie sont des affiches catégorielles et professionnelles. À l'époque, la France était relativement gérée sous forme de corporation. Les usines, les médecins, les taxis, etc. Et les révolutionnaires de 68 voulaient faire exploser ces catégories et voulaient que la société soit beaucoup plus fluide. Les usines qui participaient par leur grève au mouvement ont fait très souvent l'objet d'affiches très belles, notamment certains constructeurs automobiles et certaines corporations professionnelles comme les bateleurs des péniches parisiennes. Ce qui m'a vraiment séduit dans ces affiches, c'est la puissance des images et puis la force de certains slogans. Et ce tandem mot-image a ensuite donné lieu à des tandems dans la publicité française. Et je pense que cette synergie est née en 68. 600 sérigraphies par pochoir et leur slogan choc. Autre choc, figure majeure et incontournable de la chanson politique et expérimentale. Colette Mani. Face à la machine qui nous enlace comme un boa, refusant toutes les étiquettes, elle se produit dans les milieux militants, les MJC, les usines en grève. Elle recherche la collision de la chanson avec le monde social. Elle va au charbon dans ses chroniques du Nord et clame qu'elle n'appartient pas au monde de la chanson. Elle suit beaucoup de chemins et fait comme bon lui chante, refusant toute compromission avec le showbiz. Colette a une voix fabuleuse, proche des chanteuses de blues américaines. Elle met en chanson des textes poétiques, élabore ses collages sonores et crée la forme des enquêtes au plus près de la vie des gens. Ça ne l'empêche pas de swinguer dans le répertoire afro-américain et le free jazz. On entend l'histoire des luttes des années 60, de la révolution cubaine à mai 68, de la guerre du Vietnam au combat des Black Panthers, des luttes ouvrières au péril écologique. L'homme de la rue, il sifflote faux et il chante pas en mesure.
Alors je vois pas pourquoi il y a des gars qui se tartinent la tête pour faire des couplets, des refrains, alors que les gens, naturellement, sauf certains, d'ailleurs ça n'a aucun intérêt de chanter juste. Je veux dire, ce qui compte, c'est l'expression. Les études ne sont guère nécessaires pour les hommes que l'on dit ordinaires. 4% de fils d'ouvriers à l'université, mais pour voter, même par une croix assignée, on vous incitera. Et si jamais trop nombreux vous refusez d'y aller, un jour, si vous n'y prenez garde, on vous y conduira par aiguillon électrique à bétail pour aller plus vite, comme en Amérique. Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que sans nous, personne ne peut rien du tout? Pourquoi chantez-vous? Par passion. Je me suis embêté pendant 17 ans dans un bureau. Alors ce qu'on appelle les compromissions, les concessions, tout ça, tous ces machins-là, ça m'intéresse pas. Faire carrière, avoir du succès, plaire, tout ça, je m'en fous. Ce que je veux, c'est m'exprimer. Et avoir un dialogue avec les gens que ça peut intéresser, un dialogue au niveau le plus profond. C'est pas facile. J'ai participé par erreur, l'ORTF m'a engagé sûrement, au Festival international de variété de Rennes. Bon, à Rennes, il y a peu de manifestations artistiques, il y avait 3 jours, les gens ils prennent les billets pour les 3 jours, ils s'enfilent tout ce qui passe. Et moi je suis arrivé comme une grosse tâche là-dedans. Avec des chansons dites d'actualité politique et les exercices de musique contemporaine que je fais maintenant. Voilà un petit aperçu de Colette Mani et un petit rappel de son parcours. Secrétaire dactylo bilingue à l'OCDE. Elle démissionne à 36 ans. Son passage au Petit Conservatoire de Mireille en 1963 lui octroie une fulgurante notoriété et le succès de sa chanson Mélocotone la propulse au hit parade. L'industrie musicale s'en empare et elle se retrouve à l'Olympia pour la première partie de Sylvie Vartan et Claude François. On lui prédit un bel avenir, mais c'était mal connaître l'animal. Colette se méfie, elle ne sera ni une idole yéyé, ni Léla Fitzgerald blanche que prédisent les journalistes. Sa maison de disques américaine accueille mal cette œuvre politique. Elle va la quitter pour rejoindre le Chant du Monde, un label proche du Parti communiste français. Chanteuse, activiste, militante, pacifiste, féministe, son répertoire impressionne par son ampleur, ses audaces, sa liberté. Ses explosions vocales rappellent l'emportement d'une Nina Simone, puissance primale et viscérale. Très respectée dans les milieux militants, les médias ne lui offriront que peu de visibilité, hormis quelques interviews comme ceux réalisés en 1977. Alors, on garde son sang-froid. Aïe, pardon, je vous ai écrasé le gros orteil, je suis des brigades d'intervention. Répression, répression, répression. Vous êtes qu'un passant. Mais maintenant, pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant. Répression, répression, répression. On a supprimé les pavés, on a bitumé la chaussée pour faciliter la circulation. Les trottoirs, c'est pour nous, la rue, elle est à nous. Je m'ennuie. Vos papiers, si vous avez les cheveux longs ou un faciès d'une drôle d'espèce. Mais si les cheveux vous les portez courts, on vous mettra pas dans les fours. Répression, répression, répression. Douce majorité silencieuse. Pas d'opinion, pas de délit d'opinion. Pas de répression, pas de répression, pas de répression. À votre avis, pourquoi on met pas Jean-Paul Sartre en prison? C'est pas un homme convenable à refuser le prix Nobel. Respecte pas les institutions. Et qu'est-ce qui vous sur un tonneau chez Renault? Chacun son poste. Nous, c'est les trottoirs. Je m'ennuie.
Pourquoi je chante? Parce que j'ai besoin. J'ai envie d'ouvrir ma gueule et de beugler. Alors pour ça, il faut quand même dire quelque chose. Hein. Alors je fais état de choses dont j'ai été témoin ou qui me touchent. Oui, mais vous racontez certaines choses. Vous êtes quand même dans un certain camp. Vous avez une certaine façon de voir le monde. Vous voyez l'injustice plutôt que le bonheur. Ben, le bonheur, j'en vois pas des tonnes quelque part, hein, à part que c'est du... Je ne sais pas les choses... C'est difficile de toute façon de parler du bonheur. Mais il y en a peu quand même. Et enfin, je trouve que c'est quand même difficile d'être heureux dans ce monde. Hein. C'est difficile. Enfin, vous êtes une chanteuse qui dénonçait, au fond. Vous dénoncez sans cesse... J'expose. Je reconnais que ma manière de chanter est agressive, mais j'expose en fait. Qu'est-ce qui vous blesse le plus dans le monde? La difficulté qu'on a à se parler les uns les autres. C'est pas politique, ça. Ben, moi, j'ai jamais prétendu être une chanteuse révolutionnaire ou... On me colle des étiquettes, j'y peux rien. Comme je vous dis, j'expose certaines choses. Silence éloquent où l'on ressent l'intégrité, la sincérité d'une personne. Libre penseuse, elle laisse un répertoire de plus de 200 chansons. Artaud, Rimbaud, Aragon, Louise Labbé, Hugo, Machado, des interprétations saisissantes des standards américains, Bessie Smith, Billie Holiday, toujours sur le qui-vive pour enrichir son écriture au contact d'autres réalités. Elle s'est laissée traverser par le free jazz, l'écriture collective avec les ouvriers de la Peñarroya, les foyers d'immigrés, les Black Panthers, exploratrice des territoires de jazz et des expérimentations textuelles. Jugée trop politique, elle sera boycottée dans les médias et sur les ondes. Dans une France des 30 glorieuses qui érigea en dogme le taylorisme de masse et l'avènement de la société de consommation, pour reprendre ces mots, elle faisait un peu tâche. Colette Mani aura réalisé cet art extraordinaire qu'on pourrait appeler blues politique. En 1978, en voisine curieuse, elle rencontre les enfants et le personnel de l'IMP Fontenay-le-Château, dans les Vosges. L'Institut médico-pédagogique éclate en sons et en cris. Un album est composé de 24 pièces dont l'énumération suffit à nous préparer au départ. Il y a trop de malheur à la télé. Zouo Story, Psycho, Médico, Tranquillo, Sécurito. Gouzou, ça me fait du bien. Caoutchouc, Maracas, c'est ça qu'on a dans le coco. Je vous propose l'écoute d'un extrait de cette incroyable aventure. C'est plaisir. Qui viennent nous jouer. Enfin, il y en a qui viennent, mais il y en a qui viennent faire des bêtises, alors ça, c'est pas bien. Puis qui ne racontent pas notre jeu, et puis qui partagent avec nous, et puis qui ne se battent pas, qui fassent quelque chose de bien. Que Jojo, au moins, n'ait pas de mal, parce qu'elle a beaucoup de boulot. Et la directrice, c'est pas marrant, parce que c'est plein de boulot, il y a des papiers, il y a des visites, il y a tout. Et j'aimerais bien qu'on n'embête pas mon bon docteur, parce que lui aussi, il a des embêtements. Avec ceux qui lui ont défoncé sa voiture, c'est dommage, ça coûte très cher. Il faudrait qu'on lui fasse... c'est vrai, parce que ceux qui font pas attention à lui, là, ben, ils foncent dedans, et bien voyons, il l'aurait tué, ça aurait été pire. Et puis, qu'il ne le traite pas de Rosenberg, et puis qu'il soit gentil avec lui. Parce que souvent, il y en a qui se fichent bien de lui, bien entendu. Ils sont contents quand même quand le docteur leur fait leur vaccin. C'est un homme qui est très gentil et qui a du cœur pour les gens. Mais les gens, il y en a quelques-uns qui comprennent, mais les autres, alors là, il y en a qui font le contraire. Hein. Il faut semblant de le comprendre. Il faudrait bien quand un jour ils seront malades, qu'ils ne viennent pas leur soigner.
Parce que là, ça leur apprendra de faire des sornettes de serpent en longueur de journée. Bon, les 24 pièces sont étonnantes dans cet album. Donc on aperçoit le caractère authentique et brut des paroles et des chants qui dégagent une puissance poétique, des moments de jubilation collective, des textes poèmes sur la condition d'enfants différents, des usages nouveaux et sensibles des instruments de musique découverts, des microclimats rares, toute une météorologie de la perception qui rince nos vieilles toitures. On est comme emporté dans un véhicule à carburant psychédélique entre musique contemporaine et art brut. Les témoins attestent que cette rencontre fut très très importante pour Colette Mani. Moi, je suis très content d'avoir ce disque et voilà, il est assez incroyable. C'est ce qu'elle appelait faire des enquêtes sonores. Alors, autre itinéraire, autre figure radicale, Catherine Ribeiro. Dans la famille coup de poing, si Ferré c'est le père, si Mani c'est la mère, alors Catherine Ribeiro serait sûrement la fille. Actrice chez Godard dans Les Carabiniers, elle va surfer sur la vague yéyé, puis se saborde en plein vol à la fin des années 60. Catherine Ribeiro n'a pas de filtre, elle hait le mensonge. Combien de couleuvres faut-il avaler pour devenir une icône ? Terminée la chanson pop-folk, elle s'oriente vers des sonorités à mi-chemin entre le psychédélisme et le rock progressif, entre la musique minimaliste et le jazz répétitif. Portée par une voix inouïe, ses râles et ses cris sont autant de mantras qui dégoupillent son cœur. On la surnomme la Passionaria rouge, car elle est omniprésente sur les piquets de grève contre la guerre au Vietnam, prenant position pour les prisonniers au Chili, participant à des concerts antifranquistes pour la cause féministe. Au temps de l'ORTF, ça ne passe pas. Là aussi, son groupe Alpes est boycotté par les grands médias et les radios. Seule la presse spécialisée rock parle d'eux en termes élogieux. Pour résumer, il semblerait que Catherine Ribeiro plus les Alpes égale « allez tous au diable ». Même privée de passage sur les chaînes, la dame et son gang de hippies rencontrent un important succès public, façonnant une musique libre, dégagée de toute contrainte liée au format, au texte et à la bienséance. Ils composent des longues pièces de plus de 20 minutes, inventent des instruments emblématiques qui contribuent à façonner leur son. Musique orageuse qui tente de détruire la chanson classique avec couplets et refrains réguliers. Leurs textes de plus en plus noirs vont puiser dans la psyché tourmentée de sa chanteuse. À droite, dans le coin du verso de la pochette, leur maison de disques a mentionné « Les textes de ces chansons n'engagent que leur auteur ». Liberté, entre parenthèses, point d'interrogation, tout feu, tout drame. Pitié de moi. Qui accepte l'idée de partir. Ah, non.
Machikomo, Machipa. Au début, si je me souviens bien, vous étiez tous les deux, Catherine et toi. Depuis le début, oui. Depuis le début. Et puis ensuite, eux sont venus. Quand? Les frères Lemoine sont avec nous depuis peu de temps, finalement. Donc on a changé pas mal de musiciens en 3 ans et demi, 4 ans. Vous avez fait un film ensemble? On a tourné les Carabiniers de Godard en 1962. Et Patrice, alias Albert Juros, dans le film, c'était lui qui jouait le rôle du débile mental. Ça n'a pas changé depuis. Et puis un jour j'ai rencontré un type qui m'a dit « Ah, qu'est-ce que tu chantes bien, il faut chanter, il faut chanter. » Et moi j'avais aucun plaisir à chanter non plus. Alors déjà à l'époque j'écrivais quelques textes, mais paraît-il que c'était déjà osé, enfin je sais pas. C'était avant un peu Paul Naref. Puis finalement j'ai chanté quelques merdes. Et Patrice m'a dit « Écoute Catherine, écris des textes et je te promets, maintenant je vais les mettre en musique. » Alors on a travaillé plusieurs mois comme ça. Si je pouvais devenir dingue, je veux devenir dingue. Je veux voir la terre sans trouver. Comment ça se passe la musique pour toi? Tu étais un musicien classique au départ? Oui, je fais de la guitare classique au départ. Et ces instruments absolument bizarroïdes qui font partie de... C'est la guitare, c'est je tourne. Mais la guitare, un truc qui me plaisait beaucoup, c'était Villa-Lobos, une histoire de dissonance dans les cordes, tout ça. Puis on a dérivé, on a mis de l'électricité là-dedans, tout ça. Puis on a additionné les cordes. Et ça a donné des sons de plus en plus bizarres. Une espèce de truc bricolé avec du mécano, c'est quoi? C'est un percuphone. C'est une pale qui tourne sur une corde de basse, une pale, disons, un médiator mécanique sous forme d'hélice qui tourne sur qui heurte une corde de basse et ça produit un bruit de percussion comme un médiator sur une corde, mais un temps régulier. On peut augmenter la vitesse. Si tu veux, c'est l'inverse d'un batteur. Le plus difficile, ça sera de faire un coup. Tandis qu'un batteur va se fatiguer à faire un roulement très rapide. C'est-à-dire que si tu laisses continuellement le doigt sur la corde, ça fait tac 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 comme ça. Ou tac 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 tac. C'est vraiment bien. Non, et puis c'est sur... tu as la percussion sur 2 octaves et demi. Il ne faut plus parler de 12 mesures. Il faudrait arriver complètement à sortir de ça, de plus compter. Nous, on compte, par exemple, dans notre musique, on compte plus du tout. On compte absolument pas. On a fixé certaines choses, certaines structures. Et c'est la difficulté, c'est qu'il y a des moments très... Des fois c'est très mauvais, des fois c'est vraiment fantastique. Voilà, nous venons de croiser le chemin de 2 femmes puissantes et fragiles qui ne vont pas se laisser marcher sur les pieds. Les femmes connaissent aussi la chanson. Quelles étaient leurs situations à cette période? Petit rappel. C'est seulement le 13 juillet 1965 que le régime matrimonial de 1804 est réformé et que la femme devient presque l'égale de son mari. Il faudra tout de même attendre juin 1970 pour que la notion de chef de famille soit supprimée, et ce ne sera qu'en 1975 que le divorce par consentement mutuel sera autorisé. C'est en 1970 que le MLF se crée à la croisée de plusieurs groupes indépendants. Voyons de plus près comment cette double décennie 60-70 a aussi percuté la fabrique des images et les représentations de nos sociétés. Les groupes Medvedkin de Besançon et de Sochaux sont l'histoire de collectifs d'ouvriers cinéastes qui, pendant 7 ans, de 1967 à 1974, réaliseront des films de lutte. Des films qui défont les frontières entre filmeurs et filmés, dans ce cas entre artistes cultivés et travailleurs modestes. On retrouve Colette Mani, Chris Marker, Jean-Luc Godard et des travailleurs. Retour sur ce cinéma armé,
quand les prolétaires faisaient leur cinéma. Allez, approchez un peu, qu'on crie pas trop. À Lyon, le 15 décembre, les camarades recoupaient leurs feuilles de paix. Je pense que si les travailleurs de regard ont vu ça, et que si le réalisateur a voulu vraiment exprimer, alors vraiment il s'en est incapable. Une explosion qui s'est produite, hop, je me suis retrouvé en l'air, les 4 fers en l'air. Puis au moment de me relever, plus de pied. Je me suis aperçu que j'avais plus de pied. Le cinéma peut devenir une arme valable pour le prolétariat, puisqu'il c'est déjà prouvé qu'il est une arme efficace pour la bourgeoisie. Jusqu'à maintenant, nous avons décidé de la grève ensemble, nous avons exposé nos revendications ensemble, nous sommes allés discuter avec la direction ensemble et nous devons continuer notre lutte ensemble. Et d'un même coup où j'ai découvert, si tu veux, la lutte des ouvriers, je me suis aperçue aussi que la culture c'était quelque chose et que ça nous apportait effectivement des choses, tu vois. Plus la classe ouvrière est instruite, moins on peut la gouverner. Hein. Pour la lutte qui est engagée, Alléluia, et les droits qu'on a gagnés, Alléluia. Vous avez là une vis, un écrou. Quel rapport mécanique réalisez-vous? 10 secondes. Partez. Terminé. Voilà, on pourrait dire que tout commence par une bibliothèque, par la volonté d'une bibliothèque au cœur de l'usine. Lorsque 10 ans plus tôt, un ouvrier fait entrer le livre, la culture et d'autres formes de conscience dans la lutte quotidienne qu'est l'usine. Il s'appelle Paul Seb. Il aime également le cinéma. Il invite Chris Marker, ce qui va enclencher l'expérience Medvedkin. Vous avez vu au départ, Marker filme une grève remarquable de 1967. C'est la première occupation d'usine depuis 1936. Les ouvriers sont invités au visionnage du film, ils se sentent trahis et ne se reconnaissent pas dans cette toile triste et romantique. Marker écoute, encaisse, réfléchit et répond. Le film que vous souhaitez, c'est vous qui le ferez. Le pari est pris et les groupes Medvedkin naquirent de ce désaccord fécond. C'est selon Société pour le lancement des œuvres nouvelles, la société de production fondée par Chris Marker, qui fournira la pellicule et les travaux de laboratoire. Des formations offertes par des techniciens pour maîtriser et comprendre les outils, caméra, magnétophone, table de montage. 3 axes d'une pédagogie censée délivrer l'œil, l'oreille et l'esprit. Des carcans pour ouvrir des brèches, images, montage et son. Tous les gens qui sont passés par les groupes Medvedkin ont été transformés et ont gardé une façon de militer bien à eux, pleine de créativité et de liberté. Un cinéma direct, cinéma d'intervention, des agite-films, des ciné-journaux réalisés à part égale. La dernière expérience filmique, Le sang des autres, en 1974, signe la fin de l'invention d'une utopie de cinéma. Retour à la chanson. La musique n'adoucit pas les mœurs, elle souffle sur les braises. L'homme n'est pas une mécanique que d'autres remontent à leur gré.
des collectifs à géométrie variable se forment, qui mélangent allègrement musique, happening, théâtral et agite-prop. Ici, on prend un micro pour faire avancer ses idées. Aux côtés des paysans du Larzac, des ouvriers de l'usine LIP contre le nucléaire, la guerre du Vietnam, Pinochet, défendant des mouvements antifranquistes, les discriminations subies par les femmes, les homosexuels, les immigrés, la question carcérale, des poussées autonomistes, indépendantistes, marxistes, internationalistes. Voilà les combats où l'on monte au front. L'incendie est bien déclaré. Plusieurs départs de feu. Mobilisation générale est une compilation qui sent le soufre et la poudre. La voici. Elle est sous-titrée Protest and Spirit Jazz from France, 1970-1976. On y entend que musicalement, le free jazz des musiciens noirs américains, Coleman, Archie Shepp et bien d'autres, ont fait sauter les digues du jazz à papa et redessiner un territoire sans frontières. 12 morceaux réunis qui témoignent avec éclat de la fièvre contestataire, mélange corrosif de free jazz abrasif et de chansons à vif. Saillie déclamatoire, jazz qui lorgne vers l'afrobeat et la bossa nova. L'avant-garde française, en ce début des années 70, est foisonnante et passionnante. Musique aux géographies baladeuses qui propulse ces fusions musicales vers différentes latitudes, anglo-saxonnes, latines, caribéennes, africaines, locales. Écoutons juste une de ces pépites. Alors, pourquoi ça ne vient pas ? Je suis un sauvage, mais pas esclave, ça va pas de soi. Malgré ma douche quotidienne aux enzymes, dans le métro, mon odeur assomme les illuminés. Je suis un sauvage, mais ils ont réussi à me faire chanter. Je suis fier d'être bourguignon. Ils sont futés tout de même. Écoutez, arrêtez votre cinéma. Ce n'est pas parce que je prends un petit whisky que je suis imposable, hein? Avec quelle sauce préférez-vous être mangé? C'est l'État qui paye. Rongez-vous les ongles, vous verrez qu'il réagirait. C'est un faible. En me prostituant pour ma liberté, j'ai découvert le fric. Évidemment, je n'avais plus de salive pour cracher dessus. Je me suis aperçu trop tard qu'il exploitait la conscience par l'inconscience. Comme dit le concierge de la Maison Blanche, c'est un crâneur. Truquez tout, mais pas le rire tout de même. Papa. Si le curé a fermé l'œil, c'est qu'il espérait se faire pardonner. De grâce, ne lui lancez pas la première pierre, vous en aurez besoin.
olé. Je ne veux pas monter pour que vous me lâchiez. Je préfère rester pour mieux nager. Je ne veux pas monter pour dégringoler. Je préfère rester. Alors nous venons d'entendre Alfred Panou et l'Art Ensemble of Chicago. 5 multi-instrumentistes qui ont exploré une grande diversité de sources et de styles africains et noirs américains, ce qu'on appelle the Great Black Music. Alfred Panou, lui, est acteur, poète, musicien, réalisateur, né à Lomé. Il est l'un des premiers acteurs noirs en France. Il tournera lui aussi avec Jean-Luc Godard dans son film Weekend. Panou, dans son spectacle Black Power, expose la colère et la révolte noire qu'il monte sur des textes d'Angela Davis avec 2 batteurs percussionnistes. Et c'est là que Pierre Barou le rencontrera. Donc « Je suis un sauvage », le titre est un cri de colère et une marque d'autodérision à l'égard des imaginaires colonialistes et racistes. La prose combat d'Alfred Panou, saisissante, n'est pas dénuée d'humour. Autre départ de feu sur un autre front, les luttes paysannes et les mobilisations citoyennes. 1974, nous étions 103 000 sur le plateau du Larzac à l'appel des paysans. Aujourd'hui, le gouvernement nous lance à tous un défi. Fin 1975, les 103 paysans du Larzac doivent être expulsés. Ce disque est une de nos ripostes. 103 000 exemplaires doivent être vendus. Acheter ce disque est un acte militant. Il est fait pour populariser notre lutte contre le pouvoir et son armée. Le produit de la vente servira à poursuivre cette lutte et demain servira à d'autres combats. Voilà ce qui est écrit au dos de la pochette et ça sort chez Expression Spontanée. Alors, oui, on va écouter. Pas question de se faire acheter. Pour nous la terre n'a pas de prix. Pour nous la terre est notre vie. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas des canons, jamais nous ne partirons. De gré de force, nous garderons Larzac. De gré de force, nous garderons Larzac. Nous voici une fois de plus sur ce plateau du Larzac. L'an dernier, vous avez répondu à l'appel des paysans travailleurs qui ont voulu, par ce moyen, donner une plus grande dimension au soutien qui nous est apporté et nous prouver que nous n'étions pas seuls. Cette année, c'est à notre appel, paysans du Larzac, et à celui de tous ceux qui mènent le même combat que vous avez répondu. Merci d'être venus si nombreux. Il est vrai que beaucoup d'entre vous êtes de vieux amis du Larzac. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas des canons, jamais nous ne partirons. De gré de force, nous garderons Larzac. De gré de force, nous garderons Larzac. Gardarem lo Larzac. Des moutons, pas des canons, faites la bourre, pas la guerre. Le Larzac devient un laboratoire des luttes, vitrine de toutes les contestations collectives.
La politique prit du côté des actes des recompositions possibles de commun. 10 ans de lutte de 71 à 81 qui se soldent par l'abandon du projet. Le pacte des 103 a bien eu raison des pouvoirs publics. Lutte paysanne, lutte d'indépendance, luttes ouvrières. On pourrait écouter aussi les WAPCO. Donc il y a eu beaucoup de disques qui ont été faits sur les moments de luttes ouvrières. Alors, des dynamiques transnationales remodèlent la chanson en français. Il existe de constants croisements, des interconnexions et des superpositions permanentes d'échelles associant le local, l'européen, le colonial, le mondial. Comment le paysage musical français s'est ouvert à la diversité. Nouvelle-Calédonie, Québec, Haïti, Martinique, Algérie, Gabon, Guyane, France métropolitaine. Par les damnés de la terre, des voix de lutte 1969-1988 réunit 20 titres. C'est cette compilation qui écrit une autre histoire de la musique en français, de l'usine aux colonies. Il n'y a plus un Français, mais des Français. La musique profite à s'accorder à ses parlers français. La poésie des damnés de la terre fabriquée dans la langue française prend racine dans la lutte de l'Hexagone, de l'outre-mer, mais aussi dans les anciennes colonies qui ont acquis leur indépendance dans cette période. Petit tour de l'histoire musicale de l'immigration maghrébine en France. Mosaïque culturelle aux reflets étonnants. Dans les cabarets orientaux, Paris, roulent des hanches aux rythmes ondulatoires de la musique dite orientale. En pleine guerre d'Algérie, des cabarets du quartier latin attirent une clientèle arabe et occidentale, avec des chanteurs algériens, pieds noirs, juifs ou musulmans. Les textes mélangent souvent l'arabe et le français, la chanson franque-arabe, des refrains chantés en arabe, puis un couplet en français. Chanson du soleil qui déroule un Orient fantasmé et des clichés plus qu'elle ne raconte la douleur et l'exil. Nourrie aux héritages de la musique arabo-andalouse, du malouf, du chabi et des classiques égyptiens, cette musique trouvera dans ses cabarets une formidable scène artistique qui mêlera parfois des rythmes occidentaux, jazz, cha-cha-cha et mambo. Une autre scène se joue dans les cafés tenus par des Kabyles, des Algériens ou des chanteurs maghrébins communiant avec un public d'ouvriers racontent la morsure de l'exil et ses errements. Artistes qui étaient avant tout venus travailler comme ouvriers. Ils se lançaient dans la musique en tant qu'amateurs avec l'espoir d'une reconversion professionnelle possible. Slimane Azem est un ancien ouvrier des usines sidérurgiques de Longwy et des tunnels du métro parisien. Considéré comme le père de la chanson kabyle de l'exil, il a obtenu un disque d'or en 1970 avec cette chanson, la carte de résidence. شحال ياقي نصبر في ثمور تعزيتنا من العمر ناي الليل زمان سافر أبصر لا ديفيرونس أبصر لا ديفيرونس نايلا ولاش لا ريزيدونس Le travail comme il est dur, c'est pour l'émigré bien sûr, avec la conscience pure, dévouement et les souffrances. Le dévouement et les souffrances, ça mérite la récompense. نروح دا نخدم شي طوح في قناع زيتنا نروح ناي الليل زعما غنروح الفو سيبير لي كونسيكونس Il faut subir les conséquences, il n'y aura plus de réminence. Après tout ça me fera du bien de retourner chez les miens. Je suis un Africain, le soleil en permanence. Le
soleil en permanence, pour moi ça a de l'importance. سنجة روح ظلها يطيج ديم كل ثامور تتفجج ربي إذا حنني يتفرج يضمنا غنعيش دافونس يضمنا غنعيش دافونس jusqu'à la fin d'existence. C'est avec une grande joie que je vais rentrer chez moi. C'est normal, chacun chez soi, souvenir de notre enfance. Souvenir de notre enfance avec toutes ces références. Tu sais bien que la terre est ronde, le soleil est pour tout le monde. Il brille à travers les ondes grâce à la providence. Grâce à la providence qui domine toutes les puissances. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France bien avant la résidence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sur cette même compilation, il y a Salah Saadawi, le prince de Barbès, avec sa chanson emblématique Déménagement, qui dénonce les conditions faites aux immigrés. C'est lui aussi qui fut le directeur artistique des Scopitones, ces jukebox à images, l'ancêtre des clips vidéo. Il a composé un catalogue de plus de 300 films. De 1963 à 1980, 250 bars fréquentés par des immigrés ont été équipés de Scopitones. On peut dire que cabarets orientaux et cafés sont des espaces de la mémoire artistique nord-africaine en France. Chansons qui sont des chroniques du vécu, qui aident à surmonter l'exil, l'habitat insalubre. Beaucoup étaient relégués dans des bidonvilles. Les contrôles d'identité et formalités administratives pour les FMA, Français musulmans d'Algérie, et les passages à tabac. À 6 mois de la fin de la guerre d'Algérie et en plein Paris, une manifestation d'Algériens est réprimée et déclenche une sanglante répression meurtrière de la police française sous les ordres du préfet Papon. C'est le massacre du 17 octobre 1961. La plus violente répression d'une manifestation de rue en France. Le nombre de morts reste discuté. Les informations filtrées, autorisées, et la police indiquent le lendemain 2 morts. Les estimations d'historiens parlent de plus de 200 morts, en partie poussés et noyés dans la Seine ou dans les centres d'internement. Ampleur de la rafle, 12 000 personnes. Des graffitis surgissent sur les murs de Paris, très vite recouverts. Ici, on noie les Algériens. Bien plus tard, un certain Rachid Taha, avec son groupe Carte de séjour, chantera Douce France de Charles Trenet, en y intégrant des sonorités orientales. Voix passionnée du raï et du shahabi, il aura lui aussi contribué à faire reconnaître les apports culturels et artistiques méconnus de l'immigration dans la culture française. Ces histoires continuent de se faire et de tisser des liens. Alors le Rossé, le rappeur qui est à l'origine de cette compilation, a une très très belle formule. Il dit « Le présent se débrouille mieux lorsqu'il a de la mémoire ». Et il souligne l'importance vitale de diffuser ces ressources où le militantisme, l'artistique et le culturel se conjuguent en d'utiles méthodes d'action commune. Ce projet d'une richesse folle fait entendre la sève et le sel d'une musique rageuse, insolente, libre et poétique, entre expérimentation, pop rock, psyché, free jazz et musique afro-caraïbéenne. Des musiques hybrides avant tout, des musiques créoles,
des musiques de l'entre-deux, des musiques trait d'union, de la frontière, faisant se croiser des influences culturelles, des héritages et des résonances. Ce versant témoigne de l'empreinte multiculturelle et postcoloniale française. Il nous renvoie vers de nombreuses questions. L'engagement dans la musique, l'appropriation culturelle, le sens politique de la francophonie, la question de la valeur des produits culturels, la question de la place de la culture dans la vie sociale, et etc. Alors, dernier chapitre, du free jazz à la chanson déviante. C'est où l'horizon? Écoutons. Moi je. Moi aussi, ils m'ont vendu pendant des siècles. Moi aussi. Moi aussi, j'ai été machine dans leurs usines. Moi aussi. Ils m'ont dit, donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure quand ça me chantera. Ils m'ont dit, donne-moi ton corps, je te donnerai un os à ronger. Ils m'ont dit, donne-moi ton sang, je te donnerai un cachet d'aspirine. Un autre exemple de la chanson franc-arabe. Certains d'entre vous auront reconnu Brigitte Fontaine et Areski Belkacem. Et je voudrais dire une chose, c'est que ces compilations, la mobilisation générale par les damnés de la Terre, sont des compilations qui sont sorties relativement récemment. Mais par contre, celui qui était un peu à l'origine de la production de ces titres, ou d'une bonne partie de ces titres, eh bien c'est Pierre Barou et le label Sarava. Et donc j'aimerais juste vous dire quelques mots de cette histoire incroyable de Pierre Barou et du label Sarava. Alors, l'essentiel est d'ouvrir la porte, de faire sauter la barrière. Voilà la vie comme art des rencontres qu'aimait tant Pierre Barou, le créateur de Sarava. Premier label indépendant français qui produit notamment Brigitte Fontaine et Areski Belkacem, Jacques Higelin, et fait découvrir la bossa nova en France. Barou a une qualité rare, la simplicité. Il raconte. Le groupe de free jazz, Art Ensemble of Chicago, cherchait un lieu pour enregistrer. Je leur ai passé mon studio aux Abbesses. Puis je leur ai présenté Higelin, Fontaine et Areski et je suis parti faire un flipper. Quelques heures plus tard, il sortait le titre culte « Comme à la radio ». C'est lui aussi qui produit le percussionniste brésilien Nana Vasconcelos, le chanteur gabonais Pierre Akendengue et bien d'autres encore. L'esprit d'ouverture du label renouvellera les codes de la chanson. Au catalogue de Sarava figurent certains des disques parmi les opus majeurs des années 60-70. Alors en conclusion, la vie est une belle tartine et la terre une pelote d'embrouille. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau, comme le dit si bien Brigitte. Et oui, il y a trop de goudron. C'est cette belle fable individualiste qui a été temporairement interrompue en mai 68. 10 ans plus tard, 1978, Giscard est à la barre. Le punk et la disco décapitent les derniers hippies. Et voilà, c'est un peu la fin
en tout cas de cette décennie 60-70. Alors cette cartographie, elle est évidemment très partielle, elle est subjective, et c'est un éclairage sur cette chanson contestataire qui a grandi dans la chanson française, en se permettant de la tordre, en l'accolant aux contextes sociaux, en refusant les canons esthétiques imposés par l'industrie musicale. Parler n'est jamais neutre. Ce n'est pas être le speaker d'une force de pression, d'une vérité objective ou d'une conviction venue de nulle part. Ce travail de la langue, il faut l'incarner avec des choix linguistiques, stylistiques, poétiques, sonores. Ces sorciers de la rime et du son, quelle langue particulière, quel détour, quelle nécessité ont porté ces luttes. Ce corps musical et collectif, remarquablement mouvant, a pulsé une poésie qui bouillonne, un bouleversement pour que ça bouge. Chorégraphie des corps qui marchent, travaillent, luttent et chantent ensemble pour que le monde change. Une chorégraphie de la pensée où les sens peuvent se tenir au combat. Élan pour sauter les clôtures, pour regarder ce qui ne vous regarde pas, déranger et perturber la bonne conscience. Repousser une langue trop normée, repousser le paradis de gadgets proposés par une époque qui s'est forgée dans le miracle de la consommation. Œuvre parfois frontale, indomptée et impolie, démarches libres et novatrices qui ont aujourd'hui un parfum d'avant-garde, un cocktail d'étrangeté, impureté, bizarrerie, qui porte certaines intuitions. Ce corpus musical vibre, il redonne des vitalités et n'indique pas seulement des revenirs, mais des devenirs. Car toujours il s'agit de se demander, peut-on vivre autrement ? Toujours il s'agit de comprendre les nouveaux visages du pouvoir, toujours il s'agit de combattre les nouvelles formes d'assujettissement. Le temps est déglingué, le livre des fuites est général. Alors est-ce que les institutions culturelles se sont-elles trop amollies en prenant du volume ? Un nouveau roi grandit, le sujet individuel, insaisissable maître, narcissisme cannibale, haltérophobie, peur de l'autre, etc., etc. Pourtant, des nouvelles luttes s'engagent. Face à l'ubérisation généralisée de nos vies, avons-nous les énergies assemblées et collectives pour cet éternel recommencement nécessaire à l'évolution des rapports sociaux ? Qu'avons-nous peur de comprendre ? En ce troisième millénaire, quels sont les chemins de la musique ? Cela sera vraisemblablement le fil que j'essaierai de démêler pour une prochaine Music Chronics. Merci beaucoup de votre écoute.